Monsieur le Président Jacques Chirac, bonjour. Monsieur El Kabbach, merci d'être venu. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je vous remercie et je vous remercie de me recevoir au nom d'Europe 1. Vos mémoires, et on le voit tout de suite, représentent un événement. Vous qui n'avez jamais parlé de vous, qui avez subi tant de caricatures, vous livrez votre part de vérité. Et d'une manière surprenante, inédite, souvent drôle, c'est l'histoire d'un destin que tous les Français connaissent et qui n'est pas terminé. Les premières réactions à votre livre, c'est Chirac le discret sort ses griffes. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? L'idée de discrétion ou de griffes? Certainement pas l'idée de griffes. Je n'ai aucune intention de sortir quelque griffe que ce soit. J'ai simplement l'intention d'apporter un témoignage. J'ai souhaité, au fond, ayant participé à un certain nombre d'événements, directement ou indirectement, d'apporter ma propre vision des choses. C'était ça mon ambition. Et est-ce que vous êtes surpris vous-même que votre livre, avant même sa sortie, déclenche autant d'intérêt, que vous soyez populaire dans les sondages et dans les réactions? Je ne peux que m'en réjouir, et ça fait surtout plaisir à mon éditeur. Alors, dans le livre, vous écrivez, Jacques Chirac, que l'adversité, d'où qu'elle vienne, est plutôt de nature à me galvaniser. Oui, c'est certain. Eh bien, vous allez avoir une occasion. Vous êtes donc renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. La décision de la juge d'instruction Xavier Simoni a-t-elle été pour vous une surprise, un nouveau défi, un choc? Vous savez, la juge, Madame Simeoni, a estimé devoir me renvoyer devant le tribunal correctionnel. J'ai simplement pris acte de sa décision, même si naturellement je conteste ses analyses ou son analyse. J'irai donc tout naturellement, comme tout citoyen a le devoir de le faire, m'expliquer devant le tribunal, et ceci, croyez-le bien, avec sérénité et détermination, car je n'ai rien à me reprocher. Vous souhaitiez que le parquet ne fasse pas appel, il ne fait pas appel. Est-ce que vous êtes prêt pour le procès? Vous? Je suis tout à fait prêt, oui, naturellement. Je ne souhaite que personne ne fasse un appel quelconque, et je suis prêt à m'expliquer devant la justice de mon pays. C'est tout à fait naturel, comme tout citoyen. Et que le procès tarde le moins possible, autant que c'est possible avec la justice. Est-ce que vous irez vous-même devant le tribunal? J'irai naturellement moi-même devant le tribunal, oui, bien sûr. Et certains de vos fidèles évoquent l'indulgence ou la clémence. Est-ce que vous préférez parler de justice? La seule chose qui compte, c'est la justice. Je ne demande ni clémence, ni indulgence, qui serait tout à fait hors de question et de propos, s'agissant de la justice de mon pays. Oui. La justice doit faire son travail et le faire avec sérénité. Parce que vous dites que devant le tribunal, vous serez comme n'importe quel justiciable. Absolument. Même s'il y a un enjeu important. Oui, mais quel que soit l'enjeu, je suis devant un tribunal et je suis comme n'importe quel citoyen. Je réponds aux questions que me pose le tribunal. Alors sur plusieurs points reprochés, vous bénéficiez d'un non-lieu. Mais sur 481 emplois concernés, il en reste 21 supposés fictifs. Et là-dessus, vous êtes prêt à vous expliquer totalement? Naturellement, n'est-ce pas? Quand je suis devenu maire de Paris, j'ai dû m'entourer nécessairement de collaborateurs pour mon action au service des Parisiens. Je vous rappelle que j'ai été le premier maire de Paris. Quand je suis arrivé, le préfet est parti, le préfet qui assumait les fonctions de responsable de la ville de Paris. Il est parti avec tous ses collaborateurs. Je suis arrivé tout seul. Alors, étant tout seul, naturellement, je n'allais pas assumer la totalité des fonctions de ce qui était auparavant un cabinet. Bon. Alors aujourd'hui, on me reproche d'avoir recruté des personnes qui n'auraient pas eu de lien avec l'action municipale. Je conteste formellement cette affirmation. Ces emplois avaient tous une raison d'être pour la ville et pour le maire de Paris. Même les 21? Même les 21, naturellement. Et je suis fier de mon action au service des Parisiennes et des Parisiens. Et d'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que ce qui compte, c'est le jugement des Parisiens plus que celui des exégètes après coup. Et les Parisiens m'ont accordé leur confiance pendant 18 ans. J'en suis tout à fait fier et rien ne pourra faire oublier cela. Mais vous savez, Jacques Chirac, on a souvent pris l'hôtel de ville de Paris comme une forteresse, un tremplin chiracien pour l'Élysée. Est-ce que les 21 travaillaient pour votre bataille présidentielle ou pour les Parisiens? Ils travaillaient bien entendu pour les Parisiens. Alors, vous étiez le maire, vous assumez tout. Vous assumez les recrutements, vous assumez tout. J'assume. Le chef, c'était vous. Oui, il n'y a aucun doute, et j'en assume la totale responsabilité. Et c'est ce que vous direz. Et je le revendique. Mais vous-même, Jacques Chirac, vous reconnaissez que
je cite le livre, « Les critiques de François Mitterrand en mars 1988 sur l'État RPR n'étaient pas totalement infondées. Il y a donc eu des excès ou des manques de vigilance ?» Oui, vous savez, dans un système politique, il y a toujours quelques excès. Et si François Mitterrand, qui est un homme pour qui j'avais du respect, a fait ces déclarations, elles étaient probablement en partie fondées. Ce que vous avez remarqué plus tard. On va donc vous juger, Jacques Chirac, pour des faits qui remontent à plus de 20 ans. Est-ce que vous trouvez que le temps de la justice n'est pas trop long ? Je ne porte jamais de jugement sur la justice de mon pays. Je peux avoir mon sentiment personnel, mais je ne l'exprime pas. Est-ce qu'il faut réviser l'immunité du chef de l'État ? Non, je ne crois pas, il n'y a aucune raison. Le chef de l'État doit bénéficier d'une certaine immunité pour la durée de son mandat, parce que dans le cas contraire, il pourrait être contesté et c'est son autorité internationale qui risquerait d'être affaiblie. Mais à partir du moment où il n'est plus chef de l'État, il n'y a plus d'immunité. Mais vous voyez bien qu'une décision qui paraissait bonne revient si longtemps après avec une sorte d'effet boomerang. Eh bien oui, c'est la vie, ça. Vous vous dites qu'il ne faut pas changer les choses. Non, je ne crois pas qu'il faille changer les choses. Donc on peut dire aujourd'hui que la bataille continue pour Jacques Chirac. Oui, certainement. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse facilement les bras. Même maintenant. Même encore moins maintenant. Pourquoi encore moins maintenant ? Tout simplement parce que, étant attaqué, je réagis d'autant plus vivement. Oui. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans votre tempérament batailleur quand on vous cherche, si je puis dire. Batailleur, n'exagérons rien. Je réagis quand on me cherche, effectivement. Alors, vous avez été maire de Paris 18 ans, Premier ministre 4 ans, plusieurs fois ministre, président de la République 12 ans. Et pourtant, dans le livre, vous dites que rien ne vous prédestinait à une carrière politique. Alors, comment ça se fait ? Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une ambition. Je voulais être marin au long cours. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je m'étais embarqué comme pilotin, c'est-à-dire un poste tout à fait modeste, bien entendu, sur un bateau de la marine marchande. Et mon ambition à l'époque, c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour capitaine au long cours. Bon, jusqu'au jour où, au moment où on arrivait au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père. J'ai compris que c'était la fin des facilités et des vacances. Et on a appris que c'est le marin Chirac qui a connu dans la Casbah d'Alger sa première expérience avec les femmes. Oui, ça c'est exact. Oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Il faut bien que ça se passe. On en a d'ailleurs appris de bien bonnes dans vos confidences à Jean-Luc Barré. Vous avez été enfant de chœur à l'église Saint-Philippe-du-Roule, vous avez été un garçon solitaire et souvent rebelle, vous avez découvert les civilisations de l'Asie au musée Guimet, et vous avez failli vous convertir à l'hindouisme. Oui, parce que ça n'a pas longtemps. Oui. Mais le musée Guimet, oui, ça a été quelque chose de déterminant. Le musée Guimet a été pour moi un élément essentiel de mon intérêt et par voie de conséquence de ma culture. Et s'il y a cette rencontre avec Claude Lévi-Strauss et le musée des Arts Premiers, c'est lié ? Tout ça est lié. J'avais pour Claude Lévi-Strauss une très grande estime, beaucoup d'admiration. Je l'ai connu. C'est avec une grande émotion que j'ai appris sa disparition. Dans votre carrière, Jacques Chirac, tout a été très vite. Vous avez franchi toutes les étapes à grandes enjambées. Vous racontez que la guerre d'Algérie vous a marqué. Vous étiez à la fois pour l'Algérie française et contre la France colonialiste. Mais vous racontez que votre chance, c'est la grâce du rencontre avec un modèle et un maître qui vous a révélé et élevé et qui était Georges Pompidou. Vous avez travaillé 10 ans avec lui. Oui, j'ai été à son cabinet et c'est un homme pour qui j'avais infiniment d'estime et de respect. C'était un homme de grande culture, de grand bon sens et qui incarnait à la fois le meilleur de la tradition française et de la terre française. En mai 1968, il vous avait chargé de contacts secrets avec les dirigeants de la CGT, en particulier avec Henri Krasuki, pour préparer les accords de Grenelle. Oui. Vous aviez même un nom de code. Oui, on appelait Monsieur Walter, et c'est par ce biais que j'avais des contacts à l'époque avec Monsieur Krasuki, qui était le numéro 2 de la CGT. Pourquoi Georges Pompidou vous avait-il conseillé ce jour-là de porter sur vous un revolver ? Oh, c'était pas parce que je rencontrais M. Krasuki, naturellement, mais simplement parce que ce rendez-vous, c'était près de Clichy, si j'ai bon souvenir. L'endroit lui-même était pas très bien famé, si vous voulez. Et alors, Pompidou m'avait dit, écoutez, il vaut mieux y être armé. Dans vos mémoires, Jacques Chirac, on trouve à la fois des situations, des scènes, des portraits, et celui de Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne vous êtes jamais entendu avec lui, ou il ne s'est jamais entendu avec vous ?
Écoutez, certainement, c'est la première option qui doit être retenue, puisqu'il était le président. C'est vrai que nous avons toujours eu une certaine difficulté à nous entendre. Alors, dans cette difficulté, il y avait d'une part le caractère. Nous avions des caractères différents. Et puis, il faut le dire, il y avait également l'ambition de ceux qui craignaient avant tout de voir leur propre influence sur le président diminuer éventuellement au profit de la mienne. Je pense bien entendu à Michel Poniatowski, qui a tout fait pour rendre mes relations avec Giscard difficiles. D'ailleurs, vous publiez toute votre correspondance avec lui, qui a abouti, quand vous aviez été Premier ministre, à votre démission. Oui. Parce que vous avez quitté Matignon au bout de 2 ans. L'attelage était impossible. Vous écrivez qu'il se fait une haute idée de sa supériorité intellectuelle. C'est-à-dire, quand vous étiez face à lui, vous avez le sentiment qu'il cherchait à vous le montrer? Il ne cherchait pas à le dissimuler, en tous les cas. Oui. Oui. Et aujourd'hui, quand vous êtes l'un et l'autre au Conseil constitutionnel, auprès de Jean-Louis Debré, vous êtes 2 présidents. Oui, enfin 2 anciens présidents. Oui. Vous dites à égalité. On a envie de vous dire pas tout à fait, parce que les Français ont fini par vous élire, vous, 2 fois. Oui, c'est possible, mais il a été plus ancien que moi. Oui. Et donc, il passe avant. Il est d'ailleurs à la droite de Jean-Louis Debré et je suis à sa gauche. Et ça, c'est le protocole de l'ancienneté. Et comment vous regardez quand vous êtes aujourd'hui face à face? Parce que ça fait 40 ans que votre inimitié amicale dure. Oui, enfin, nos relations sont tout à fait normales, correctes et ne posent aucun problème. Il faut rappeler que vous l'avez aidé à devenir président de la République, qu'il vous a nommé Premier ministre. Oui. Mais vous racontez que c'est lui qui forme votre gouvernement, qui décide de tout. La seule décision que je réussis à imposer, c'était Simone Veil. Oui, et justement, vous vous trouvez seul pour défendre la courageuse Simone Veil quand elle se battait pour faire voter sa loi sur l'interruption de grossesse. Oui. Et il était où, lui? Eh bien, je crois qu'il était en Afrique. Il devait chasser, probablement. On est entre nous. Quand vous repensez au Jacques Chirac de l'époque, vous étiez brutal, si vous me permettez, cynique, pressé, on vous appelait le bulldozer, vous le racontez. Vous dites même, et vous en avez souffert, que vous traitez de facho Chirac. Est-ce que vous croyez que c'était facile de travailler avec vous, de vous rencontrer? Écoutez, ça ne doit pas être si difficile, puisque j'ai eu beaucoup de collaborateurs et que j'ai toujours gardé avec eux des relations qui étaient d'estime, d'amitié, mais aussi, je dirais presque, de tendresse. Oui, mais j'ai lu, et d'affection. J'ai lu, vous dites bien que vous avez changé vous-même selon les étapes. Et quand vous êtes entré à l'Élysée, quelques années plus tard, vous n'étiez plus l'homme fougueux qui, par exemple, un jour est entré à Europe 1 pour faire un esclandre quand Jean Mauriac et André Arnaud racontaient la mort de Georges Pompidou. Ah oui, ça je me souviens très bien, mais parce que c'était tout à fait inconvenant, ce qu'ils avaient fait. Et alors effectivement, j'ai réagi. Mais j'ai réagi avec le cœur, si vous voulez, plus qu'avec l'esprit. Oui. J'étais choqué par la façon dont ils avaient présenté la mort de Georges Pompidou. À votre tour, et après Valéry Giscard d'Estaing, vous racontez, Jacques Chirac, votre dîner chez Édith Cresson, organisé par votre ami Jean de Lipkowski. Mitterrand et vous, 1 heure de tête-à-tête. À 6 mois de la présidentielle, ce n'était pas pour parler de la météo ou de la crue de la rivière. Madame Cresson, qui était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, avait pensé que c'était une bonne chose que nous puissions avoir un contact et que nous puissions échanger nos points de vue sur l'évolution des choses. Et je me suis beaucoup réjoui de cet entretien auquel j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt. Mais vous avez commencé à vous découvrir l'un et l'autre. Et Valéry Giscard d'Estaing a raconté récemment que François Mitterrand et vous vous étiez mis d'accord pour vous débarrasser de Giscard. Est-ce que c'est vrai? Non, ça je crois que ça relève de la polémique et non pas de la réalité. Et quand il a dit, il paraît que ça vous a scandalisé. Oui, j'ai trouvé que c'était inconvenant. Vous êtes bien vivants tous les deux, Giscard et vous. Oui. Vous vous êtes jamais expliqué tête à tête? Je dois dire que non. Je dois dire que non. Et c'est pas surprenant? C'est comme ça. C'est la vie. On va beaucoup citer votre propos sarcastique. Giscard a assuré avoir jeté la rancune à la rivière, mais ce jour-là, la rivière devait être à sec. Oui, mais c'était probablement vrai, oui. Et est-ce que votre rancune à vous n'est pas aussi inépuisable? Non, je ne suis pas rancunier de nature. Je n'ai jamais éprouvé de rancune à l'égard de qui que ce soit, et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Si Giscard et Chirac s'étaient entendus, c'est toute notre histoire à nous qui aurait été complètement différente. On peut prendre des exemples. Et peut-être que Mitterrand n'aurait pas été élu. En tout cas, il a été élu, il est resté 14 ans à l'Élysée, la durée de 2 mandats. Et en 86 et 88, vous avez dû cohabiter avec lui, ou il a dû cohabiter avec vous, parce que vous étiez vainqueur sur le plan électoral.
C'était la première cohabitation de la Ve République et apparemment, vous n'en gardez pas un mauvais souvenir. Non, j'en garde absolument pas un mauvais souvenir. Mitterrand était un homme de culture qui avait de l'ouverture et de la largeur d'esprit. Et j'ai gardé un très bon souvenir de mes relations avec lui. Mais vous avez l'air d'oublier que la cohabitation, c'était une tension, une méfiance Oui, de non, tous les instants. Je ne la concevais pas, et il ne la concevait pas comme une tension. Avant le Conseil des ministres, traditionnellement, il y a une rencontre entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et alors, un certain nombre de nos collaborateurs, les siens comme les miens, se disaient ça doit être tendu, ça doit être terrible, ils doivent se dire des choses épouvantables. Et nous, pendant 1 heure, je lui expliquais ce que c'était que l'Asie et il m'expliquait ce que c'était que l'Europe du XVIIIe siècle. Nous nous sommes combattus. Mitterrand était mon adversaire, j'étais le sien. On peut combattre un adversaire et le mépriser, ou on peut le combattre et l'estimer. Et dans le cas particulier, j'avais pour François Mitterrand de l'estime. Et nous avions finalement en commun, me semble-t-il, profondément, la défense de valeurs fondamentales de notre civilisation. Et ces valeurs, c'est le refus des haines ethniques et religieuses, le respect profond de l'autre, et c'est enfin la primauté du droit sur la force. En 1988, François Mitterrand vous bat, mais vous ne vous découragez pas. Qu'est-ce qui fait que tout le temps vous vous êtes battu, avec le sentiment que rien ne pourrait vous empêcher d'arriver au point que vous aviez décidé? C'est exact, c'est dans ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui se décourage. Je pars du principe que j'ai un objectif et que je dois atteindre cet objectif. Et donc, j'avais l'objectif de devenir président de la République et je n'ai jamais mis en doute le fait que j'y arriverais. Alors, pendant une certaine période, il y a eu des épreuves, la solitude, etc., mais sont restés près de vous, vos très proches. Bernadette Chirac, vous dites des propos très formidables sur elle, vous dites « Nous sommes restés indissociables parce que partenaires et complices d'une même aventure et les aléas de la traversée n'y ont rien changé. » Vous parlez évidemment de votre deuxième fille, Claude, qu'un jour vous avez appelée à vos côtés comme collaboratrice et que vous appelez le président. Son rôle, dites-vous, n'était pas de me rassurer, mais de m'éclairer sur les changements de mœurs qu'elle voyait mieux que moi. Oui, ça c'est vrai. C'est une question de génération, ça. Elle voyait probablement avec plus de subtilité et de compréhension les changements de notre pays et de notre population. Pour la première fois, vous confiez sur le drame de votre fille Laurence. Ça vous a coûté ? Oui, naturellement, mais bon, les choses sont ainsi, et qu'à partir du moment où on écrit un livre, on dit la vérité. Donc, j'ai dit la vérité. Ce qui frappe dans votre livre, c'est que vous reconnaissez souvent vos propres erreurs. Votre tempérament, l'appel de Cochin, je vais vite, les violences en Calédonie, et même ses propos de 91, un soir à Orléans, contre le bruit et l'odeur. Dans une vie politique, on n'évite pas de dire des bêtises de temps en temps. Eh bien, quand on a dit une bêtise, il faut le reconnaître. C'était un propos malheureux que je n'aurais pas reproduit et qui m'est venu spontanément. Et c'était une bêtise. Voilà. Je voudrais vous parler du secret défense. À propos de l'Angola Gate, Charles Pasqua, que vous aviez nommé ministre de l'Intérieur, réclame la levée du secret défense. Est-ce que vous y êtes favorable ou hostile vous-même ? D'abord, je voudrais vous dire que je n'ai aucun souvenir précis de cette affaire dont vous parlez, de l'Angola Gate. Mais si Charles Pasqua pense aujourd'hui qu'il y a une utilité à lever le secret défense, j'y suis pour ma part tout à fait favorable, naturellement. Vous ne craignez pas qu'il y ait des dégâts à dire la vérité ? Non, je ne crains rien du tout. Je connais mal cette affaire, mais si Charles Pasqua estime que le secret défense doit être levé, eh bien, il faut le lever. Il ne s'agit pas de la suppression totale et définitive du secret défense, bien sûr. Non, le secret défense a son utilité, et notamment vis-à-vis de l'étranger, mais dans le cas particulier, s'agissant d'une affaire, je dirais, un peu chaude, si l'une des parties concernées estime que ce secret défense doit être levé et qu'il n'y a pas d'inconvénient sur le plan international pour la France, et on est bien dans cette situation, eh bien il faut le lever naturellement. Donc vous êtes favorable à la levée du secret défense au cas par cas ? Au cas par cas, naturellement. Et Charles Pasqua donne d'autres affaires, par exemple Claire Stream, l'affaire des frégates de Taïwan. Si le secret défense était levé, est-ce que pour cette affaire, cela vous dérangerait ? Ne comptez pas sur moi pour commenter une procédure qui est en cours. Je rappelle seulement que j'ai toujours donné à mes gouvernements successifs des consignes pour lutter contre la corruption.
Et par ailleurs, je n'ai donné évidemment aucune instruction dans l'affaire Clear Stream. Ouais, quand vous entendez dire qu'on cherchait à vous protéger. C'est qui est-ce qui me cherche à me protéger? Oui, pendant le procès, on a entendu il fallait protéger Jacques Chirac. Écoutez, Jacques Chirac se protège très bien tout seul. Vous évoquez dans le livre Nicolas Sarkozy en 1994, il était venu vous dire qu'il choisissait Édouard Balladur. Cette défection, dites-vous, ne vous laisse pas indifférent parce qu'il avait un rôle particulier auprès de vous. Oui, mais vous savez, là encore, il me l'a dit très franchement, et cela ne m'a pas choqué le moins du monde. Dans une situation politique donnée, chacun prend ses dispositions en fonction de ce qu'il estimait être l'intérêt général. Et à l'époque, M. Sarkozy, probablement considérait-il que Balladur avait plus de chances que moi d'être élu. À l'époque, beaucoup le pensaient. Oui, et que probablement il estimait qu'il était un meilleur candidat que moi. Voilà. Et il a donc pris sa position, et je ne lui en ai pas du tout voulu. C'est un choix. Il est venu me le dire très franchement, lui, très franchement. Vous l'aviez repéré quand il avait 20 ans, il faisait preuve d'un tempérament politique prometteur. Est-ce que vous pensez qu'il tient ses promesses? Oui, sans aucun doute, oui. Vous lui trouvez la volonté qu'il n'a pas quittée de se rendre indispensable, d'être toujours là nerveux, empressé à vide d'agir. Est-ce que vous pensez qu'il a pris de l'épaisseur politique? Il a pris naturellement la dimension de ses responsabilités. Et il les assume de façon tout à fait conforme à l'intérêt national, me semble-t-il. Malgré les différences et les ruptures, on dit qu'il y a quelque chose de Chirac en Sarkozy. Ça, c'est à Comme lui. dirait Johnny Hallyday. C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais à vous. Donc nous sommes différents par nature, par tempérament, mais que nous avons probablement une même idée de la grandeur nécessaire de la France. Vous avez parlé de 1994 et le moment où tout le monde croyait que c'était Édouard Balladur qui allait gagner. À un moment, en août, le 26 août 1994, vous êtes avec François Mitterrand à l'hôtel de ville. Vous êtes seuls tous les deux. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'il vous confie à ce moment-là? Il était venu, sous prétexte de prendre un médicament qu'il n'a d'ailleurs pas pris, dans mon bureau. Et là, il m'a dit effectivement, il faut que vous y alliez. Oui, oui, il m'a dit ça. Alors, demain, le président Sarkozy sera présent à la Sorbonne à la remise des prix de la Fondation Chirac. Oui, ça c'est très gentil, j'y suis très sensible. Ça vous fait plaisir, on oui, voit. Naturellement. Vous pensez que c'est un signe d'estime ou peut-être de proximité? Oui, et puis c'est un signe d'intérêt porté à notre action. Vous savez, cette action, et je vous la résume rapidement, il s'agit de lutter contre le phénomène de la déforestation, qui est un phénomène qui comporte des conséquences extrêmement graves, tant sur le plan humain que sur le plan culturel. Et il s'agit également de lutter pour l'eau, les problèmes de l'eau dans le monde, et de lutter contre les faux médicaments, qui est une plaie d'Égypte qui se développe considérablement, et la sauvegarde des langues, car quand une langue disparaît, c'est une culture qui disparaît. Ce sera la mission de la Fondation Chirac. Vous avez dit un jour, la maison brûle et on regarde ailleurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que, par exemple, au sommet de Copenhague, on va éteindre l'incendie? Je l'espère, mais je ne suis pas sûr que l'on ait mis en place les lances nécessaires. Votre petit-fils Martin s'en occupera peut-être un jour. Vous lui dédiez ses mémoires. Dans quelle France il est en train de grandir? Qu'est-ce que vous lui dites au moment où il est sans doute adolescent? Oui, il a 13 ans. J'essaye de lui dire, d'une part, qu'il faut être généreux, qu'il faut aimer les autres, et que rien n'est pire que l'indifférence, et que ce qui est essentiel, c'est d'apporter son cœur aux autres, et que pour le reste, il faut essayer d'apporter aussi un peu d'intelligence. Est-ce que vous lui dites que quelles que soient les batailles, les honneurs, les échecs, les inconvénients, ça vaut le coup? Oui, la vie vaut le coup, oui, naturellement. Est-ce que, et c'est ma dernière question, vous lui offrirez le texte de Gandhi qui vous avait marqué, la richesse sans travail, le plaisir sans conscience, la connaissance sans caractère, le commerce sans moralité? C'est une fiche que j'ai pratiquement toujours sur moi. Ouais. La politique sans principe. Oui. Il faut des principes à la politique. Absolument. Et vous pensez que vous l'avez appliqué ou que vous... Oui. J'ai essayé. Il paraît que dans vos bureaux, il y a toujours eu un tiroir fermé à clé et qui a intrigué même vos amis. Un jour, devant Jérôme Monod, vous avez montré votre secret. Qu'est-ce que c'était, ce secret? C'était tout simplement des livres de poésie. La poésie est un courant d'air nécessaire pour l'esprit, surtout pour l'esprit politique. Il y a un moment où il faut savoir s'isoler. Il y a le meilleur moyen de s'isoler, c'est de rêver. Et pour rêver, il n'y a rien de tel que la poésie. Voilà. Je vous remercie de ce moment à Europe 1.
à l'occasion de la sortie chénile de vos mémoires, rédigée avec Jean-Luc Barré, « Chaque pas doit être un but », et qui est une phrase de Goethe. Oui. Merci, Monsieur Chirac. Merci, Monsieur Alcabache.